Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des contre-la-montre élite de ces championnats du monde, c'est-à-dire contre-la-montre dames et contre-la-montre hommes de ces championnats du monde 2025, les premières épreuves du côté du Rwanda, du côté de Kigali. On va revenir un petit peu sur la course, les résultats. Comme d'habitude, on va partir des derniers pour remonter vers les premiers, analyser un petit peu les performances de tout le monde dans ce contre-la-montre qui était exigeant, comme l'a très bien dit Jackie Durand, mais qui n'était pas non plus montagneux, comme on a pu l'entendre parfois. Parce que, encore une fois, les côtes étaient assez roulantes sur ce parcours, sauf la dernière bosse en pavé en fin de course. Et c'était des contre-la-montre qui étaient longs. Je pensais même pas que ça serait aussi long que ça, mais c'était extrêmement long comme épreuve. Ce qui a joué également sur les jeunes talents qui ont tous un peu eu du mal en fin de course, sauf un petit Mexicain qui s'en est quand même plutôt bien sorti chez les garçons. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Vous pouvez booster cette vidéo. Je rappelle, 3 fois par semaine, les compteurs sont remis à 0 ce soir à minuit. Vous pouvez également faire un super thanks. Ça, c'est seulement si vous en avez les moyens. C'est dans les commentaires et je remercie les gens qui le font. Et vous pouvez également rajouter la petite cloche et cliquer rapidement sur les vidéos juste après leur mise en ligne. Ça permet de les mettre en avant sur YouTube. Alors, c'est contre-la-montre du côté de Kigali. Alors déjà, une bonne nouvelle, le monde sur le bord de la route. Je crois que ça fait depuis longtemps sur un contre-la-montre de championnat du monde qu'on n'avait pas vu autant de monde. Je me souviens, Bergen, il y avait beaucoup de monde dans la montée finale à Bergen, mais sur le reste du parcours, j'ai pas souvenir que c'était plein partout. Alors après, Bergen, ça devait être encore l'époque où les chronos étaient le mercredi et pas le dimanche. Je crois Bergen. C'était encore l'ancien format, on va dire, de compétition. Il y avait encore le chrono, je crois, par équipe de marque à Bergen. Bon, je parle pas d'Imola, hein. Imola, on était dans une phase Covid, mais c'est vrai que sur les derniers championnats du monde, Richmond, il y avait du monde à l'arrivée, mais je crois qu'il y avait des coins où c'était vide du côté de Richmond. Bon, le Qatar, c'était le Qatar. Copenhague, je me souviens qu'il y avait, enfin, c'était triste à mourir, Copenhague, en réalité. Donc non, ça fait depuis longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde quand même sur le bord de la route, avec beaucoup d'ambiance. Il y avait beaucoup de musique, même sur le bord de la route. Il y avait beaucoup de musique. Il y avait plein d'endroits où il y avait des sortes de speakers improvisés qui parlaient de la course. Et puis au niveau du parcours, en termes de sécurité de parcours, pas de problème. On était sur des grosses artères. La seule inquiétude que j'avais, vous savez, c'est pour cette saleté, on va dire, sur la route. Saleté qui est due tout simplement à le fait qu'il pleuve, je pense, assez peu en cette période-là de l'année. On n'a pas encore attaqué peut-être la saison vraiment des pluies, donc ce qui fait qu'on a une sorte de pellicule de saleté qui reste, un peu ce qu'on peut avoir en Sicile, par exemple. Il y a une pellicule, on va dire, de sale qui se voit parce que la terre est assez ocre dans cette région. Donc voilà, c'était la seule crainte que j'avais, c'est est-ce que la route serait très glissante, qui avait pas l'air d'être le cas. Parce que quand vous voyez les trajectoires dans les descentes, c'était pas, on n'était pas, enfin ça glissait pas. Par rapport au Tour de Luxembourg aujourd'hui, ça ne glissait pas. Du côté, pour ceux qui ont vu la course, vraiment les conditions étaient terribles du côté du Tour de Luxembourg. On débriefera le Tour du Luxembourg lundi, mardi, voire peut-être mercredi, mais en début de semaine. Voilà, encore une fois, il y aura des vidéos de débrief des différentes courses qui se sont déroulées la semaine dernière. On fera une vidéo sur le Tour de Slovénie, une vidéo sur le Tour du Luxembourg qui a été très intéressant et une vidéo sur les différentes classiques de la semaine dernière, que ça soit en Belgique, en France, où il y a eu pas mal de courses. Eh bien on commence tout de suite. Alors par contre le seul problème c'est le faisceau vidéo qui parfois sautait énormément, surtout du côté des filles. Je pense qu'ils ont un peu réglé le problème pour la course des garçons, mais ça sautait encore beaucoup, je trouve, du côté du faisceau. Donc ça c'est un truc à corriger pour les prochaines épreuves, parce que c'est vrai qu'à certains moments c'était un petit peu chiant du côté de la course féminine. En plus ça avait l'air de sauter toujours au même endroit,
Donc au niveau de la liaison vidéo. Voilà, c'est le seul défaut, je dirais, de cette première journée de compétition. L'ambiance au centre des expos de Kigali, enfin dans l'arena à côté du stade, l'ambiance était assez exceptionnelle. J'espère que ça sera le cas également demain et après-demain pour les épreuves espoirs et les épreuves juniors, qu'on débriefera également sur la chaîne lundi et mardi. On commence tout de suite avec le contre-la-montre féminin. Bon, ça a été compliqué pour les concurrentes du Qatar. La première concurrente du Qatar, je me suis dit, ça allait être très, très, très long. Regardez juste le premier virage à la sortie de l'aréna, le premier virage, elle prend un virage sur la droite, elle penche pas le vélo du tout. Là, elle prend le virage comme quelqu'un qui fait du vélo, comme moi, enfin, qui en fait pas très régulièrement, quoi. Mais même moi, je penche un peu le vélo. Là, vraiment, elle tourne comme les mecs qui font de la moto avec un sidecar. Là, ça penchait pas du tout le vélo. Et je me suis dit, ouais, je comprends pourquoi on lui a pas mis un vélo contre la montre. Donc, je me suis dit que ça allait être très, très, très long, ce qui a été le cas pour la concurrente du Qatar. Mais bon, c'est aussi la magie des championnats du monde. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que bah, on donne des quotas à tous les pays. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez les moyens de vous déplacer, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de pays d'Afrique, par exemple, venir, bah, vous pouvez vous déplacer et vous pouvez faire la compétition. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Donc on voit, hein, parmi les derniers concurrents, c'était un petit peu le championnat d'Afrique, mais ça permet de voir également qui a été le plus performant du côté des nations africaines. Et on voit que c'est Xaverine Niéré qui était la première partante aujourd'hui, qui a fait le meilleur temps pour les pays africains, avec la 27e place, et qui a fait un beau parcours, hein, parce qu'elle était en bagarre avec Frolova, et vous voyez que sur la fin, elle a vraiment repris quasiment 1 minute à Frolova, alors qu'au premier intermédiaire, elles étaient dans le même temps, et jusqu'au deuxième intermédiaire, c'était vraiment très proche entre les deux. Elle a vraiment bien fini, Nieré, donc là, qui a fait un très beau contre-la-montre. Vous voyez qu'il y avait Hashimi pour l'Afghanistan qui a fini 31e. Potapova, c'est compliqué le Kazakhstan en ce moment, hein, quand même en termes de densité. Pas que chez les garçons, chez les filles aussi. Parce que c'est vrai qu'à une époque, il y avait Astana qui avait une équipe féminine. Ça remonte maintenant, parce que je crois que c'est 2016-2017, c'est dans ces eaux-là où l'équipe a dû s'arrêter. C'est vrai que bah, ça permettait aussi à des talents kazakhs de s'exprimer. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe féminine pour Isaac Astana et ça se ressent également au niveau des performances. On poursuit, Paladine, 26e. Je pensais que ça serait le premier temps de référence, Paladine. Bah, je vous avais dit hein, hier, quand j'ai fait la présentation de la course, je vous avais dit, ah, Paladine, ça va être certainement le premier temps de référence, parce qu'elle partait d'Ossar 30, je crois, dans ces eaux-là. Donc c'était la première européenne, oui, parce que le Kazakhstan est en Asie. Donc la première européenne, la première concurrente, on va dire, d'un grand pays à s'élancer. Et Paladine, je ne sais pas si elle l'a pas fait à fond ou si tout simplement elle avait pas les jambes, mais elle a quand même fait un chrono très 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 moyen. Quand vous regardez, il y a quand même la concurrente de Hong Kong qui est devant elle. Il y a les Chinoises, Zhang qui est devant elle, notamment. Vous avez aussi Campbell. Campbell qui est plus forcément dans des grandes équipes du côté de Trinidad et Tobago et qui est plus pour moi sprinteuse que véritablement rouleuse. Jean Kusova du côté de la Slovaquie et Penuela. Donc vraiment elle finit très très loin, Paladine. Alors je me demande si elle l'a fait à fond. Et si elle l'a fait à fond, bah ça veut dire qu'elle n'est pas en grande forme. Voilà, hein, tout simplement. Parce que là les temps étaient un petit peu compliqués. Marte Gossen, je m'attendais pas à grand chose hein, du côté de la Belge. C'est vrai que de base, du côté de la Belgique, je pense qu'on n'avait pas grand monde. C'est-à-dire qu'on a Lotte Kopecky potentiellement. Déjà Lotte Kopecky, sur un parcours comme ça, je pense qu'elle aurait fait top 5 au mieux, et vraiment au mieux, si elle était vraiment au top de sa forme, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'était pas du tout le cas même avant son accident sur le Tour de l'Ardèche qui a mis un terme à sa saison. De toute manière, elle ne devait pas faire les championnats du monde. Hein. Je rappelle que le sélectionneur avait décidé de ne pas la prendre. Et après, c'est là où tu vois qu'en Belgique,
Bah, on manque encore un petit peu de densité hein, dans beaucoup de domaines et il va falloir travailler là-dessus du côté de la Belgique. Mais voilà, Gosson qui finit 21e assez loin du côté de cette épreuve. Bon, Olivia Barril, Ruth Edwards, bah, les États-Unis avaient deux quotas, ils ont décidé de prendre les deux quotas. Qui finit 19e, bon, à 4,21. Après, c'est pas une grande rouleuse non plus. Hein. Ruth Edwards, on est plutôt sur des filles qui sont des bonnes équipières, mais pas forcément des bonnes rouleuses. Aozang, ça c'est plutôt une belle performance. Ça fait partie des belles surprises du jour du côté de Aozang, 18e, du côté de la chinoise. C'est une fille vraiment que je ne connais pas. Hein, j'ai même pas regardé son pédigré à Aozang. Oui, vous voyez, elle a surtout couru en Chine. Sur des épreuves nationales. Elle était même pas championne de Chine. Pour tout vous dire, elle était que 4e au championnat de Chine. Et l'an dernier, ouais, il n'y a pas grand-chose non plus en termes de palmarès. Mais elle avait remporté le titre de championne de la course en ligne de la Chine. Donc vraiment une belle performance du côté de Naozheng. Qui, voilà, j'ai pas de résultat comme vous voyez avant 2024, donc a peut-être commencé le cyclisme assez tard, mais elle s'en est plutôt très très bien sortie, voilà, sur ce contre-la-montre. Kiesenhofer, j'en attendais pas grand-chose de Kiesenhofer. Alors Kiesenhofer, elle était intéressante quand elle est devenue championne olympique et gérée dans cette période-là, Kiesenhofer. Mais je rappelle que quand elle est championne olympique, déjà elle n'est plus chez les professionnels à ce moment-là. C'est le titre de championne olympique qui lui a permis de retrouver une place chez les pros, dans quand même la pire équipe du World Tour qui s'appelle l'équipe Roland, qui est vraiment pas la meilleure équipe du peloton, hein, c'est vraiment la pire équipe du World Tour en termes de niveau. Kiesenhofer, je crois, n'est même plus sous contrat avec Roland. Oui, elle a quitté l'équipe l'an dernier, donc là vous voyez en termes de performance, elle a assez peu couru, Anna Kiesenhofer, au niveau international, donc forcément je m'attendais pas à des grandes performances de sa part. Voilà, je pensais que ça allait être compliqué et ça a été difficile pour l'Autrichienne en termes de performance. Urska Zigart, ça c'est un petit peu la surprise quand même parce que Urska Zigart, elle finit quand même plutôt bien la saison. Elle a plutôt bien couru sur les dernières courses de l'année, notamment le Tour de Romandie. Alors, il faut quand même se méfier parce que le Tour de Romandie, en termes de densité, voilà, au départ, il n'y avait pas forcément grand monde. Mais moi, par exemple, son Giro, en Zigart, que j'avais trouvé intéressant du côté de la Slovène, du côté d'Edge Insurance. Là, je me disais en plus, elle était arrivée avec Tadej Pogacar. On sait qu'Urska Zigart et la fédération, c'est pas la grosse entente entre les deux. Donc je me disais, bon, on l'a fait arriver en même temps que Pogacar. Alors peut-être qu'ils sont démerdés au niveau du billet, mais à l'arrivée, j'ai l'impression quand même dans des conditions plutôt intéressantes. C'est vrai qu'on aurait pu l'attendre dans le top 10, hein, quand même, Urska Zigart. Surtout le parcours n'était pas technique. À part les pavés. Surtout qu'elle avait l'air d'être plutôt bien partie au Skazigart. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans un deuxième partie de course pour la Slovène. Peut-être un problème technique. Briukova, Neviadoma. Neviadoma, est-ce qu'elle l'a fait à fond? Moi je pense que oui. Je pense qu'elle n'était pas dans une grande journée, Neviadoma. Parce que sur la montée finale, je trouve que quand même elle a la bouche ouverte et elle est en difficulté. Ce qui, pour quelqu'un qui ne l'aurait pas fait à fond, voilà, n'aurait pas fini comme ça en hyperventilation. On rappelle quand même qu'on est en altitude et en plus il y a la pollution. Ça je ne le savais pas, mais c'est vrai qu'en Afrique, souvent dans les grosses villes, vous avez beaucoup de pollution. Et là, c'est vrai que du côté de Neviadoma, la course a été compliquée. Ça faisait pas forcément partie des favorites, mais ça faisait partie des filles qui pouvaient finir entre 5 et 10. En gros, Neviadoma, vu le parcours, et elle a vraiment souffert dans cet exercice. C'est pas la seule qui a souffert, Carbaol. Je vous avais dit,
hier soir, il y en a un qui joue quand même sa tête pour moi sur ces championnats du monde, c'est Paul Broos. Si on n'a pas de médaille, c'est pas bon pour lui. Ça commence pas top. Voilà, avec ce contre-la-montre. Ça commence pas top, et notamment Carbaol, pas du tout dedans. Mais dès le premier intermédiaire, hein, c'est-à-dire qu'elle part vraiment, je crois qu'elle a déjà 50 secondes de retard sur le premier temps à ce moment-là, qui n'était pas Reusser, le meilleur temps, parce qu'elle est partie d'Ossard 20 ou 19, donc avec Nevia Doma et il y avait qui d'autre, c'était Zigart, je crois, qui était dans ce coin-là, je sais plus. Il y avait une autre fille qui était avec les Norvégiennes. Elle est partie, il y avait déjà Oxet, je crois, qui était passé à ce moment-là. Et c'est vrai que du côté de Kerbaol, le départ a vraiment pas été exceptionnel, hein, de la part de la Française. Et là, c'est vrai que c'est une déception pour moi, parce que, encore une fois, je pense que Kerbaol avait les capacités minimum de finir dans le top 10. Donc ne pas être dans le top 10, c'est un petit peu décevant. C'est une fille qui est capable pour moi de faire mieux du côté de Cédrine Kerbaol en termes de performance, hein. Je vous l'avais dit hier soir, je voyais vraiment une Française dans le top 3, top 5 pour moi. Le fait qu'il n'y en ait aucune des deux qui soit à ce niveau de performance-là, je trouve ça un petit peu dommageable. Et du côté de Carbaol, très surpris. Après, la saison de Carbaol, la première partie de saison est compliquée. Ça se lance vraiment au moment de la Flèche Wallonne. C'est vrai qu'avant la Flèche Wallonne, transparente, après la Flèche Wallonne, on la voit beaucoup, notamment quand elle prend cette échappée. Mais ça a été, sur certains points, compliqué. Et surtout, je vois qu'elle avait quasiment pas couru depuis le mois d'août, hein. Alors je sais bien que chez les filles, on n'est pas sur la période août-septembre où il y a le plus de courses. C'est vrai que c'est... Donc ça a peut-être gêné sa préparation du côté de Carbaol. Mais c'est vrai qu'elle a fait... Oui, on voit qu'elle a... Depuis les championnats de France, en gros, elle a fait que le Tour de France et Grand Prix de Plouay. Donc, ce qui est assez peu en 3 mois quasiment, hein. En 3 mois, elle a couru une dizaine de jours de course. Donc il lui a peut-être manqué des jours pour être performante sur cette épreuve. Mais déception, voilà, du côté de Cédrine Carbaol, parce que je pense que c'est un parcours qui lui convenait très bien à la française. Oxet, les Norvégiens et les Norvégiennes ont été plutôt performants, hein, sur ce parcours, parce que je m'attendais pas... c'est une fille quand même qui est chez COP Repsol, donc qui n'est pas dans les meilleures équipes du peloton. Oxet, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si performante que ça, donc vraiment une belle course de sa part. Trinka Colonel, pour moi, ouais, ça valait pas beaucoup mieux. Trinka Colonel, je la voyais pas aller très haut dans le classement du côté des Italiennes. Voilà, je la voyais pas aller bien haut. Dommage, pas de Longo Borghini, qui aurait peut-être réussi à être un peu plus performante sur un parcours comme cela. Mais voilà, Trinka Colonel, je m'attendais pas à une grande performance de sa part. Voilà, à l'italienne. Mireia Benito, bah, c'est pas la meilleure espagnole. Aujourd'hui, on n'a pas pris Mavi Garcia, qui aurait pu jouer aussi le contre-la-montre du côté de l'Espagne. Donc pour moi, elle est à sa place. Mireia Benito, c'est plutôt même une performance intéressante, 10e. Quand tu vois les filles qu'il y a devant, bah, pour moi, c'est toutes des filles qui sont meilleures qu'elle. Donc je pense qu'il n'y avait pas la possibilité pour l'Espagnol de finir mieux. Chloé Dygert, je vous avais dit, hein, j'avais peur que ça soit un peu dur pour Chloé Dygert. C'était trop dur. Trop dur, voilà, tout simplement. Alors peut-être que la Chloé Dygert, avant Imola 2020, elle aurait pu le faire. La Chloé Dygert aujourd'hui, c'est un peu comme Bernal. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même que cet accident à Imola a quand même été un petit tournant dans sa carrière. Bah déjà parce que ça l'a arrêté 2 ans, hein. Pendant 2 ans, quasiment, elle n'a pas couru, hein, comme Bernal. Elle a eu une longue période d'indisponibilité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image sur le Tour de France, où elle avait vraiment souffert dans l'étape numéro 8, l'étape du samedi en montagne.
où elle avait fini à 10 secondes de la fin des délais et avec d'énormes douleurs au genou. Je pense qu'aujourd'hui, Chloé Dygert, sur un parcours plat, ça passe. Mais sur un parcours comme ça, très vallonné, c'est un grand gabarit en plus d'ailleurs, donc dans les montées, c'était pas forcément l'idéal pour l'américaine. On a vu, elle a tenté de limiter la casse sur les premiers intermédiaires, mais assez vite, ça a craqué. Physiquement, je pense parti peut-être un peu fort pour essayer d'être dans le coup, mais sur la fin, ça n'a vraiment pas tenu. Anna Anderson, bah, belle perf. Je savais pas quoi en penser d'Anna Anderson parce qu'il faut savoir que la sélection britannique sur ces championnats du monde, on a presque fait le service minimum. Voilà. Alors, plus service minimum que les Britanniques, c'est les Danois. Mais c'est vrai qu'on est parti avec très peu de concurrents au départ, de concurrentes. Et Anna Anderson, j'avais l'impression que ça s'était fait un petit peu à la dernière minute, sa participation sur ce contre-la-montre. Donc j'en attendais absolument rien d'Anna Anderson, mais vraiment. Et je trouve qu'elle a été performante. C'est une fille qui a beaucoup progressé, je trouve, cette année. Hein. On se souvient notamment de sa performance sur le dernier Tour d'Italie, avec Dilixine Miermont, ce jour-là, où elle avait été performante. Anna Anderson, où elle prend le maillot rose de leader. C'est vrai que c'est une fille qui s'est retrouvée à être tête d'affiche de la Lidl Trek quand l'équipe américaine a perdu Elisa Longo-Borghini. Et je trouve qu'elle a bien rempli, elle a bien fait le job. Et vraiment des gros progrès cette année du côté d'Anna Anderson qui maintenant fait partie des 10-15 meilleurs coureurs du peloton professionnel. C'était pas le cas il y a encore quelques temps. Voilà, donc il y a une vraie belle évolution de performance du côté d'Anna Anderson. Juliette Labousse, j'ai envie de dire que ce contre-la-montre, c'est un peu comme sa saison, en fait, à Juliette Labousse. Je sais pas quoi en penser. Je trouve que du côté de Juliette Labousse, c'est une fille qui pourtant d'habitude était toujours extrêmement régulière aux avant-postes. Je ferais pas les mêmes éloges sur sa saison que les commentateurs d'Eurosport. Moi, j'ai été un peu déçu de sa saison à Juliette Labousse. Notamment le Tour d'Italie qui a été très compliqué. Alors, extrêmement compliqué. Le Tour de France, ça a démarré quand même piano. Ça finit fort. Mais alors, sur les premières étapes, ça a commencé piano. Je trouve que autant c'est une fille qui, chez DSM, était extrêmement régulière. J'ai trouvé que cette année, il y a eu des grands coups d'éclat où notamment sur l'Estrade Bianche et sur la dernière étape du Tour de France, elle fait un très gros travail d'équipière pour Vollering. Il y a d'autres journées où, par exemple, sur l'Amstel, moi je trouve qu'elle passe à côté ce jour-là. Je trouve qu'il y a mieux à faire. Voilà, elle se rate, je trouve, ce jour-là. Le Giro qui a été extrêmement compliqué. Donc ouais, pour moi, ça a été inégal. Alors je peux pas vous parler de la Vuelta parce que je ne l'ai pas vu, la Vuelta femme, mais pour moi, ouais, ça a été assez inégal. Voilà, du côté de Juliette Labousse, donc je sais pas trop quoi en penser. Voilà, de sa saison très clairement. Niedermayer. Et pour moi, Labousse qui n'est pas dans le top 5, c'est un échec. Hein, et pour moi, le podium, il est quand même loin. Hein. Le podium, il est quasiment 30 secondes devant. Normalement, c'est une fille, je trouve, qui est capable de faire mieux sur le contre-la-montre. Voilà, donc déception pour moi. Après, on s'aperçoit que à la fois Labousse et Vollering ont eu du mal à finir. Donc, est-ce que au niveau du matériel de la FDJ Suez, on n'a peut-être pas fait forcément les bons choix du côté de ces deux concurrentes. Niedermayer, elle est à sa place pour moi. Non, je m'attendais pas à mieux. Voilà, de la part de Niedermayer, c'est une fille qui s'est roulée, mais c'est pas la meilleure rouleuse du peloton non plus. Niedermayer, c'était un parcours difficile, mais c'était pas le plus difficile non plus. Je pense qu'il aurait fallu encore un peu plus de pente pour Niedermayer pour monter dans la hiérarchie un petit peu. Et là, c'était encore un petit peu trop roulant pour elle. La deuxième bonne surprise pour moi, enfin la troisième après la concurrente du Rwanda aussi que j'ai trouvé très performante et Zhang aussi, bah, ce sont les Norvégiennes comme je disais et Alrud qui est parti sur les chapeaux de roue, première intermédiaire, elle te claque un temps et là je me dis bois comme ça un petit peu devant la télévision.
Et, je m'y attendais pas, dis donc, Alround, à ce niveau-là. Et comme elle grimpe bien, Alround, c'est vrai que et qu'en plus elle a fait une belle saison, Alround, après derrière, elle était dans une très bonne journée. Voilà, la Norvégienne, mais impressionnée par son premier intermédiaire. Parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'au premier intermédiaire, elle soit aussi proche des meilleures concurrentes du peloton, et puis même d'une Marlène Reusser, par exemple, et puis après, derrière, ça déroule. Elle n'est pas partie, il y a des concurrentes qui sont, des concurrents, notamment chez les garçons, qui sont partis trop forts et qui n'ont pas réussi à tenir. Elle a complètement tenu à cadence. Donc vraiment, belle perf de Catherine Alround. Mais pour moi, c'est vraiment la surprise du top 5, Catherine Alround. C'est la fille que j'attendais pas. Tu vois, Catherine Alround, peut-être avec Mireia Benito, tu vois, ou avec Trinka Colonel à la porte du top 10. Là, cinquième, non, vraiment très très belle performance de sa part. Brody Chapman, comme je vous avais dit, hein, l'école australienne du contre-la-montre, ça fait toujours des merveilles. Hein. On en a quand même 2 aujourd'hui dans le top 5, chez les garçons et chez les filles. Et ça joue sur la fin, vraiment, où elle a eu du mal à remettre par rapport à Vollering. Mais vraiment, Brody Chapman, très belle performance. C'était peut-être un peu dur pour elle. S'il y avait une côte en moins, ça aurait peut-être été encore mieux pour Brody Chapman. On sait qu'elle est très performante, mais sur des parcours plutôt vallonnés, on va dire jusqu'à 2000 mètres, 2200 mètres de dénivelé positif, on va dire sur les courses en ligne. Donc là, voilà, sur un parcours où il y avait quand même 500 mètres de dénivelé positif du côté des filles, c'était très costaud et peut-être que c'était un petit peu compliqué pour Brody Chapman, mais sinon, pour moi, elle fait une belle course aujourd'hui et très belle performance de sa part. Vollering, ça doit pas la satisfaire, cette 3e place. Ça doit pas la satisfaire. L'écart avec Reusser doit pas la satisfaire non plus. C'est pas une année si flamboyante que ça non plus du côté de Vollering. C'est-à-dire que si vous vous souvenez des attentes qu'on avait quand on sait qu'elle va être recrutée par la FDJ Suez, je sais plus, c'est en septembre l'an dernier, ça va être un truc comme ça. Il y a un an, on se dit, oh là là, ça va être super pour la FDJ Suez, elle va caracoler en tête, elle va enchaîner les victoires. En réalité, ça n'a pas été le cas. Je pense en plus que Vollering, c'est une fille qui fait encore beaucoup d'erreurs et qui n'a pas compris que le cyclisme féminin, c'est plus comme il y a 5 ou 6 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les erreurs, ça passe beaucoup moins qu'avant parce que la densité a augmenté. Et là, sur ce chrono, je trouve que sur la fin, c'est pas si facile que ça pour Vollering. C'est pas si évident que ça du côté de Demi Vollering. Et surtout, ce qui va pas lui faire plaisir, c'est d'être battu par Van der Breggen, hein, parce qu'on sait que les deux s'apprécient pas des masses. Vollering qui finit 15 secondes, presque 13, derrière Van der Breggen, ça fait mauvais genre. Et puis surtout, je rappelle, Van der Breggen a quand même arrêté pendant un an. Aujourd'hui, il y a quand même pas beaucoup de contre-la-montre dans la saison. Donc on s'attendait plutôt quand même à ce que ça soit l'inverse, à ce que ça soit Vollering devant Anna Van der Breggen. Donc déception pour moi. Il va peut-être falloir réfléchir du côté de Vollering à cette hyper polyvalence qu'elle entretenait depuis des années. Est-ce qu'il va pas falloir à un moment faire des choix sur les courses qui lui conviennent, les formats de courses qui lui conviennent et les formats de courses qui ne lui conviennent pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu de l'hyper polyvalence qu'elle nous fait Demi Vollering. Mais j'ai l'impression que c'est un système qui, encore une fois, pouvait marcher dans le cyclisme féminin il y a 4 ou 5 ans, qui ne marche plus aujourd'hui. Il faut beaucoup plus se spécialiser et il va falloir y réfléchir du côté d'Amy Vollering. Van der Breggen, pour une année de retour, c'est quand même une belle année de retour. Ok, sur le Tour de France, elle gagne pas le Tour de France, elle fait pas top 5 sur le Tour de France. Je rappelle quand même que sur le Tour de France, elle travaille énormément pour Lorena Wiebes et qu'elle est très seule en montagne. Anna Van der Breggen. Mais en gros, à part le Tour de France, sinon il n'y a pas eu d'échec pour Van der Breggen. Hein. C'est une saison qui est vraiment bonne. Pour une fille, encore une fois, qui avait arrêté depuis 2 ans. L'arrêt est à un âge quand même où elle a 35 ans, c'est-à-dire qu'elle est plus vieille. Hein.
que Pauline Ferrand-Prévot, en sachant que Pauline Ferrand-Prévot faisait du VTT, c'était pas un arrêt de cyclisme. Alors, elle avait certes fait un petit peu de gravel, mais elle faisait pas non plus 15 rendez-vous de gravel dans la saison. Donc je trouve que c'est vraiment un bon résultat. Je pense que Van der Breggen, il va falloir s'en méfier l'an prochain. Parce que je trouve qu'elle monte en puissance, à part le Tour de France qui a été comme ça dans sa courbe. Mais sur le reste, il y a eu vraiment une montée, je trouve, en puissance, en régularité, en termes de résultats. Et je me dis que l'an prochain, ça peut être très costaud avec une grosse préparation hivernale plus qualitative. Ça peut être vraiment très bien pour Van der Breggen. Donc il va falloir s'en méfier d'elle l'an prochain. Mais très beau chrono de Van der Breggen qui a vraiment, en plus, a bien fini son chrono. Et puis vainqueur, Marlène Reusser. J'ai envie de dire, c'est comme chez les garçons, pour moi, il y avait un favori. Il y avait une favorite chez les filles. C'était Marlène Reusser. Encore une fois, pour moi, ça reste une énigme, Marlène Reusser. Comment se fait-il qu'elle n'avait pas encore obtenu de titre sur le contre-la-montre? Parce que c'était une énigme, ça, quand même, du côté de Marlène Reusser, vu son talent sur la discipline. Pour moi, ça avait toujours été un rendez-vous manqué, le contre-la-montre pour Marlène Reusser, parce que il y a un nombre de fois où, quand elle fait son burn-out, quand voilà, elle passe à côté, alors qu'elle doit déjà obtenir le titre sur ces années-là. L'erreur est réparée du côté de Marlène Reusser. Voilà, tout simplement. L'erreur est réparée et, alors certes, peut-être moins impressionnant que Remco Evenepoel, mais quand même, il y a un très très beau niveau de performance de la part de la Suissesse. Donc satisfait parce que, encore une fois, pour moi, c'était une anomalie dans sa carrière, le fait qu'elle n'ait jamais obtenu ce titre de championne du monde du contre-la-montre. Donc l'anomalie est désormais réparée. On passe désormais aux différents garçons de ce contre-la-montre, voir un petit peu le niveau de performance du côté des garçons, du côté des Français, mais également des autres coureurs. Au départ, et notamment du fameux duel Remco Evenepoel-Tadej Pogačar, qui a été arbitré par un Australien aujourd'hui, ce qu'on pouvait un petit peu s'attendre également. Dans les derniers de ce classement, bien entendu, pas mal de concurrents africains, mais qui pour certains participaient pour la première fois aussi au championnat du monde, avec des concurrents du Soudan du Sud, parfois de pays aussi qui sont dans des situations difficiles de guerre ou avec énormément de pauvreté. On voit quand même Ahmet Orken, le Turc, qui finit 45e. Ahmet Orken, il a quel âge? Parce que pour moi, il est... déjà, c'est plus un sprinter, mais il a quel âge? Ah, je le voyais plus vieux que ça, Ahmet Orken. Ça fait partie des fameux coureurs Pro Cycling Manager. Je dis ça parce que quand vous faites des parties sur Pro Cycling Manager avec les modes, quand vous rajoutez des modes sur Pro Cycling Manager, où vous pouvez avoir des coureurs comme Ahmet Orken. Je pensais qu'il était plus vieux que ça. Oui, sprinter de base, ce coureur-là. J'ai vu déjà, en parlant de mode, que des mecs qui font un mode de PCM vont lancer un nouveau jeu de cyclisme l'an prochain pour concurrencer PCM, mais qui se rapproche beaucoup plus d'un football manager. J'ai vu ça, je sais plus comment s'appelle le nom du jeu, mais je suis tombé là-dessus par hasard hier sur Twitter. C'est des mecs qui font le mode FCD, pour ceux qui ont la French Database, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que je l'ai pas sur... je sais plus si c'est le mode que j'utilise sur le 2020. Parce que je joue encore au 2020, ou si c'est le mode que j'avais sur le 2012, je crois que c'est le mode que j'avais sur le 2012 à l'époque. Bon, on monte le classement. Dans les belles performances, déjà Ahmad Badreddine Weiss qui finit quand même 37e, le concurrent de l'équipe des réfugiés olympiques, qui court en France, il court dans une équipe amateur en France, mais on sait que c'est jamais facile pour ces concurrents-là, surtout que c'était un contre-la-montre qui était très long. Là, c'est plus d'1 heure d'effort au final pour Ahmad Badreddine Weiss. Donc vraiment une belle perf, il faut le saluer. Du côté des Chinois,
Yankun Lu ou Aoyu Su qui étaient partis vraiment sur un gros tempo et qui ont eu du mal dans la montée pour les deux, mais qui étaient partis sur un gros tempo et puis surtout la belle performance c'est quand même Shemu Nsanggyunghwa qui est parti je crois dossard 17, donc il est parti parmi les meilleurs concurrents et je me suis dit ce concurrent-là il va peut-être souffrir parce qu'il va peut-être se faire énormément dépasser. Je me disais, c'est surprenant de l'avoir mis avec un dossard aussi bas. Et ben non, parce qu'il a été très performant, donc c'était bien fait de la part des organisateurs du côté de ce concurrent. Et là, c'est vraiment une belle performance, être dans le top 30 devant quand même bon un Mauro Schmidt qui pour moi ne l'a pas fait à fond et un Laurent Gervais et devant Brandon Donis qui pourtant était rapide et très intéressant sur le parcours. C'est vraiment une belle performance. Alors c'est dommage parce que on s'en est pas vraiment aperçu. Le réalisateur, je suis même plus sûr qu'il ait montré son arrivée, mais je crois que s'il l'a montré parce que le 6,55 ça me dit quelque chose à l'arrivée, c'est de voir ça sur l'écran, sur les synthés. Bon, on se dit 6,55, est-ce que c'était une grande performance par rapport aux autres concurrents africains? Eh bien oui, parce que le deuxième concurrent africain c'est Doniz et qui finit à quasiment à 30 secondes. Hein, donc c'est vraiment une belle perf de la part du concurrent du Rwanda, donc qui vraiment a très très bien couru. Ryan Mullen, bon bah l'Irlandais c'était pas plat, donc comme Will Barta, comme Rafferty, il aurait fallu, plutôt comme Will Barta parce que Rafferty je m'attendais à ce qu'il fasse un peu mieux, mais c'est vrai que comme Will Barta pour moi, c'était trop dur pour ces concurrents-là. Will Barta, c'est quand même pas le meilleur rouleur du monde. Alors c'est là où on peut quand même se dire pourquoi on n'a pas emmené McNulty, qui était sur le Tour du Luxembourg, qui a dominé le contre-la-montre du Tour de Luxembourg hier. Ça, c'est quand même un peu une surprise, parce que McNulty, sur un contre-la-montre comme ça, ça aurait été très solide aussi, hein, parmi les coureurs qui sont bons dans l'exercice. Donc je suis surpris. Jorgensen aussi n'était pas au départ. Avec du côté des États-Unis, on avait quand même des cartes. Même un Sepkus, par exemple, je pense, aurait fait une meilleure performance que Will Barta sur ce type de contre-la-montre. Rafferty, oui, je m'attendais un petit peu mieux pour l'Irlandais, parce que c'est quand même un coureur qui passe plutôt bien les bosses. Donc non, plutôt surpris. Ah, j'avais oublié du côté des Africains, du continent africain, il y avait un autre concurrent qui a été très très performant, lui. Ça, j'ai oublié de vous en parler. Artem Niche, bah toujours là, toujours là, toujours là. Il court au Portugal, hein, Artem Niche. Il a fait énormément d'équipes dans sa carrière. C'est un coureur qui a beaucoup bourlingué quand même ces derniers temps, surtout depuis l'arrêt de Gazprom. Mais toujours là, le Russe. Vlasov était pas dispo, je pense. Parce que aussi, Vlasov sur le chrono, ça tient quand même bien la route. Donc Vlasov ou n'a pas voulu venir, je ne sais pas. Mais Artem Niche, qui fait 22e, au niveau de Ren Taramae. Ceux qui avaient oublié que Ren Taramae avait signé au Japon l'an dernier. Donc toujours chez les professionnels. Oui, la belle perf, c'est Byron Munton, parce que juste derrière Vermersch et Raoul Garcia Pierna, pour un coureur qui court qui est en continental, c'est vraiment un très bon niveau de performance. Voilà, hein. Lui, il a vraiment fait son contre-la-montre et en plus, il a bien fini. Le coureur sud-africain, notamment par rapport à Vermersch. Vermersch, premier temps de référence de la journée. Il est parti assez tôt, hein, c'est le premier Européen à être parti, Florian Vermersch. Après, c'était trop difficile pour lui. C'était un parcours qui était trop dur. Il a bien performé jusqu'au premier intermédiaire. Après, ça a été quand même beaucoup plus compliqué sur la suite. Parce que, voilà, trop vallonné, tout simplement. C'était un parcours qui était trop dur pour lui, du côté de Florian Vermersch. Donc, voilà, après, c'est vrai qu'en Belgique, on se dit quand même qu'un Van Aert sur un parcours comme celui-là peut peut-être avoir des regrets. Van Aert, un Van Der Poel aussi, hein, pour les Néerlandais, par exemple. Sur un parcours comme celui-là, on se dit quand même que ça fait partie des coureurs qui auraient peut-être pu bien s'en sortir. Donc Vermersch, c'était trop dur pour lui, donc il a fait le maximum, mais au bout d'un moment, pas de miracle. Voilà. Hein. Raoul Garcia Perna, alors, comme tous les jeunes coureurs,
sur ce chrono. Et c'est là où on voit que le fait qu'il n'y ait plus de chrono long sur la saison, on est habitué à avoir des chronos de 30 minutes maintenant, là c'était 52 minutes pour le vainqueur, donc c'était quasiment 1 heure de course pour pas mal de coureurs. Tu t'aperçois que à la fois Sexas, à la fois Garcia Pierna, Romo aussi ont tenu en gros jusqu'au premier intermédiaire et un petit peu après le premier intermédiaire, et puis après ils se sont tous écroulés sur la deuxième partie de course parce que pas habitués à cette longueur-là. Il y a que Del Toro qui s'en est un peu mieux sorti, mais qui a eu quand même un coup de mou entre le deuxième et le troisième intermédiaire, mais qui a remis du gaz sur la fin. Mais ils ont tous souffert sur cette portion de contre-la-montre. C'est là où on se dit que dommage qu'il n'y avait pas Almeida non plus, parce que c'est un parcours comme ça aurait pu être performant. On aurait pu avoir un triplé UAE. Peut-être pas, mais 2 UAE sur le podium, oui. Et du côté de Garcia Pierna, je m'attendais à mieux. Voilà, vu sa performance sur la Vuelta. Mais encore une fois, il a vraiment explosé sur la deuxième partie de course. Et là, c'est vrai qu'il a vraiment souffert à ce moment-là. En passant, l'Espagne a changé de tunique. Désormais, c'est une tunique extrêmement noire. On pourrait presque croire que c'est la tunique de la Arkea sur le dernier Tour d'Espagne. Je trouvais l'ancienne plus réussie. Je trouve qu'on aurait dû partir sur peut-être des manches de couleurs aux couleurs de l'Espagne, parce que là, c'est vrai que c'est très noir, et en gros, tu sais pas trop si c'est l'Espagne ou la Nouvelle-Zélande que tu as face à toi. À part quand tu as légèrement le maillot de dos, donc je trouve que c'est pas une grande réussite. Voilà. Et puis l'île Maurice aussi chez les filles a à peu près les mêmes couleurs, enfin des couleurs très noires, donc c'est pas l'idée du siècle. Voilà ce maillot, je trouve, du côté de l'Espagne. Heidemann, 17e. Il est tout le temps là, Heidemann. C'est un coureur que l'on voit souvent sur les contre-la-montre de championnat du monde, alors qu'il est en Conti, Heidemann. Ça fait depuis longtemps qu'il est en Conti. Je sais même pas s'il a été il a été chez BNB Hotel, mais pas très longtemps. Oui, il est dans une équipe Conti. Il y a même une époque où il n'était pas chez les professionnels. Je crois. Ah non, il a toujours été. Non, il a été tout le temps chez les professionnels. Heidemann, qui est un coureur qui s'est bien fait niquer sa carrière par Jérôme Pinault, en passant. Parce que je pense que il était très intéressant chez BNB Hotel en 2022. Mais du côté d'Heidemann, c'est un mec qu'on voit souvent au championnat du monde de contre-la-montre, souvent sur le relais mixte. Donc voilà, je pense que du côté des Allemands, il n'y avait peut-être pas forcément grand monde d'autres qui voulaient faire le chrono de ces championnats du monde. Paul Sexas, ça a tenu un intermédiaire. Voilà, ça a tenu un quart d'heure, en gros, Paul Sexas. Mais encore une fois, c'est un coureur qui n'avait jamais fait de contre-la-montre aussi lent. Et là, c'est de la gestion d'effort, mais sur 1 heure, l'endurance, elle s'acquiert quand même énormément avec le temps, et avec l'âge, et avec l'expérience. Là, sur la gestion de l'effort, ça a été compliqué, tout simplement, pour Sexas. C'est pour ça que je ne vous l'avais pas mis parmi mes favoris hier soir. J'avais mis Armirail. J'avais pas mis Paul Sexas, parce que je sentais que Paul Sexas, ça serait compliqué. Et ça a été le cas. Du côté du français, ça a été difficile sur la deuxième partie de course, parce que c'était... je m'attendais à ce que ça soit difficile. Voilà, encore une fois, c'est un long parcours et il est très jeune. Donc je m'attendais à ce que ça soit dur. Autant Raúl Garcia Pierna et Roméo, j'ai hésité à mettre un des deux. Autant Paul Sexas, pour moi, c'était trop long pour lui. Cataneo, là pour moi, c'est une mauvaise surprise, Cataneo. Parce que je m'attendais déjà à ce qu'il soit largement devant Sobrero. Je m'attendais à ce qu'il soit dans le top 10, Cataneo. Voilà, c'est quand même un coureur qui a été très performant, notamment au championnat d'Europe, sur des parcours qui étaient extrêmement plats. Cataneo, c'est quand même un coureur qui passe plutôt bien les bosses. Je le disais, sur un parcours comme ça, pour moi, ça faisait partie des coureurs auxquels il fallait s'attendre dans le top 10. De ne pas le voir dans le top 10, pour moi, c'est une mauvaise surprise. Voilà, du côté de Cataneo. Je m'attendais à ce que Cataneo soit devant Sobrero. Donc assez surpris de ce côté-là. Walter Vargas, il aurait pu finir plus haut dans le classement puisqu'il a eu un problème mécanique
En passant là aussi maillot à dominante noire du côté de la Colombie. Mais oui, c'est dommage pour Walter Vargas, parce que bon, déjà du côté de la Colombie, je pense qu'on aurait pu prendre Bernal pour un chrono, il est champion de Colombie du chrono, donc je vois pas pourquoi on n'a pas pris Bernal déjà. Et ensuite, donc tu sais très bien que Vargas allait être difficile. Et en gros, sans ce problème mécanique, il est dans le top 10 Vargas. Donc ça aurait été vraiment une très belle performance de sa part. Donc dommage. C'est le seul, je crois, qui a eu un problème mécanique sur les pavés. Mais ça lui coûte très cher. Aujourd'hui, Michael Léonard qui partait tôt. Michael Léonard, hein, il partait avant les 20 derniers d'Ossard. Parce que c'est l'un des premiers que j'ai vu au départ. Faut savoir, comme j'ai vu le Tour du Luxembourg, moi j'ai pris en cours de route le chrono des garçons. Après, j'ai pas raté les meilleurs éléments, hein. Et c'est vrai que Léonard, je m'attendais pas à grand chose, parce que pour moi c'est quand même un pur rouleur, donc je me disais sur un parcours comme ça allait être compliqué pour le coureur d'Ineos. Puis jusqu'à maintenant, Léonard, chez Ineos, on peut pas dire qu'on ait été submergé d'avis positifs sur ce coureur dans les commentaires de mes vidéos. Enfin voilà, c'est quand même un coureur qui jusqu'à maintenant a pas été exceptionnel, à part une victoire sur un prologue du Tour de l'Avenir. L'an dernier, jusqu'à maintenant, c'est quand même faible, hein, les résultats de Michael Léonard. Et là, surpris de le voir comme ça dans le top 15, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il finisse loin, à ce qu'il explose. Et puis j'attendais qu'il explose, j'attendais. En fait, il a jamais explosé. Donc vraiment une belle performance de sa part. Roméo, là aussi, fin de course compliquée pour tous les coureurs. Alors lui, champion du monde espoir. C'est vrai que c'était aussi particulier ce contre-la-montre des championnats du monde, parce qu'on avait les 3 derniers champions du monde du chrono. Le champion du monde élite, espoir et junior. Ce qui a jamais dû arriver dans l'histoire du cyclisme, hein, d'avoir les 3 derniers champions du monde de l'an dernier à Zurich. Là aussi, l'an dernier, c'était beaucoup plus court les espoirs en termes de temps. Donc là, ça a été compliqué pour Ivan Romeo sur la deuxième partie de course. Il a un peu souffert. Stephen Kung, je m'attendais pas à des miracles du côté de Stephen Kung. Déjà, le parcours était un petit peu dur. Et puis, vu ce qu'il avait dit après son contre-la-montre du Tour d'Espagne, où il nous avait bien signifié qu'il était loin d'être au top de sa forme et qu'il avait du mal à développer des watts. Je m'étais dit sur un contre-la-montre, ça va être un cauchemar. Je dirais qu'il imite plutôt bien la casse, encore une fois, étant donné les circonstances, c'est-à-dire coureur qui n'est largement pas au top de ses capacités, et deuxièmement, parcours qui ne lui convenait pas. Donc voilà, ça c'est plutôt bien fini pour Stephen Kung sur ce contre-la-montre. Arensman, c'est pas un mauvais rouleur. Après, pour moi, il aurait fallu un parcours plus dur pour Arensman. Ça confirme quand même que depuis le Tour de France, il est en très grande forme. Parce que c'est vrai que Tour d'Italie, ça avait été compliqué, mais depuis le Tour de France, il est vraiment bien. Après, c'est un coureur qui est très complet. C'est des coureurs comme Vlasov. Enfin, c'est des coureurs qui sont bons grimpeurs, bons rouleurs. Ce qu'on appelait avant les coureurs complets. Les coureurs de grand tour, tout simplement, du côté d'Arensman. Donc, voilà, sur un parcours. Il aurait fallu que ça soit une chouille plus difficile, voilà, pour Arensman. Mais voilà, sur un profil comme celui-là, je trouve il a été performant. Armirail, en fait, il y a une déception, c'est par rapport à la place. Par contre, par rapport à l'écart, notamment par rapport à Pogacar, pour moi, il a sa place. Donc, parce que vous voyez, il finit à 30 secondes de Van Wilder. Donc, il finit à 30 secondes du podium. Ce qui, pour moi, est sa place. Voilà. C'est juste que vous avez pas mal de coureurs qui ont su s'intercaler, que j'attendais pas à ce niveau-là. Mais en gros, voilà, Armirail, pour moi, il peut pas être déçu de sa performance au niveau, on va dire, chronométrique. C'est plus la place qui va un peu le décevoir, je pense, parce que il y a certaines années, à 30 secondes du podium, t'es dans le top 5. Et top 5, c'était vraiment un super résultat pour Armirail. Pour moi, c'était vraiment le profil idéal pour ce type de parcours, c'est-à-dire très bon rouleur, mais qui passe ses bosses. Pour moi, c'était le profil idéal, Armirail, et on le voit. Remco Evenepoel, très bon rouleur qui passe ses bosses. Jevain, pareil. Ce sont de base des très bons rouleurs, des très bons coureurs de contre-la-montre.
de base. Et là, Armirail, c'est voilà, un très bon coureur de contre-la-montre qui passe très bien la montagne, qui est en très bonne forme, en plus valadoïde. Pour moi, c'était en plus un format qui lui correspond plus, même si on était au-delà des 40 minutes de course, et je sais qu'au-delà de 40 minutes de course, il a un petit peu plus de mal. Ça aurait été mieux, c'est d'avoir le même kilométrage que pour les filles. Là, ça aurait été l'idéal pour Bruno Armirail. On a décidé de rajouter une côte pour les garçons, sinon, côte qu'on n'a pas vue de toute la course, hein, en image. Hein. La côte de péage, on l'a quasiment pas vue. C'était bien de rajouter une côte, mais ça aurait été bien aussi de nous la filmer du côté de la réalisation. Mais oui, du côté de Bruno Armirail, pour moi, il est à sa place. Voilà, au niveau chronométrique, il est à sa place. Luc Plapp, surprise pour moi, Luc Plapp, parce qu'en plus, l'allure, à l'image, ça semblait pas exceptionnel. C'est vrai qu'on le voit beaucoup en danseuse, ce qui est pas si habituel que ça du côté de Luc Plapp. On avait l'impression qu'il avait du mal à emmener du braquet, Luc Plapp. Et puis au final, tu t'aperçois, il finit 7ème, avec un grand niveau de performance. Donc c'était pas un problème en fait aujourd'hui, Luc Plapp. Je trouvais que voilà, il était pas du tout au top de ses capacités, Luc Plapp, et non, il était plutôt en grande forme. Voilà, tout simplement l'Australien. Mais ouais, j'étais pas vraiment convaincu par Luc Plapp, au final, ça s'est plutôt très très bien déroulé pour lui. Donc non, très bien. Voilà, Luc Plapp, très très bien. Aujourd'hui, Leknesund, gros. Surprise, j'ai hésité à le mettre dans mes grosses surprises, en grosse cote hier soir. J'ai hésité parce que c'est vrai que Leknesund, il a été champion d'Europe Espoir du chrono. Jusqu'à maintenant en élite, il a jamais fait des bons chronos. Ça c'est clair et net. Il était très bon chez les espoirs en contre-la-montre Leknesund. Et j'ai hésité à le mettre en grosse cote. Et puis je me suis ravisé. Je sais plus qui j'ai mis à la place de Leknesund comme dernier coureur à suivre. J'ai des regrets voilà, aujourd'hui, non, 6ème, ça passait ou ça cassait en fait les Knessoun. C'est-à-dire que soit il le faisait comme les autres contre la montre et il se prenait 5 minutes dans la gueule minimum, soit il le faisait consciencieusement et ça le faisait et il y avait le niveau de performance. Mais c'est vrai que les Knessoun qu'on n'a pas vu de l'année, parce que depuis qu'il est chez Uno X quand même, il est un peu transparent, les Knessoun, par rapport à la période des SM. Le retour au pays lui a pas fait du bien à l'Eknesund, et là, il a été à un très bon niveau de performance. Si ça pouvait le relancer, ça serait pas mal. Voilà, l'Eknesund. Parce qu'on se souvient, chez DSM, il y avait eu notamment un top 10 sur le Giro, ça avait été très intéressant. Del Toro, lui aussi, il a un peu souffert de la distance, il a un peu souffert de la longueur du parcours Del Toro. Mais ensuite, il est quand même 5ème. Voilà. Il en remet en plus sur la fin. Lui, il a réussi à en remettre quand même pas mal sur la fin. Il finit fort. Hein. Il a souffert entre le 2e et le 3e inter. Voilà. Mais ensuite, il finit fort, Del Toro. Il a peut-être relâché à ce moment-là. Mais sinon, voilà, Del Toro, belle perf. Après, on savait que ça faisait partie des coureurs dangereux. La position sur le vélo. Alors, j'ai vu hier une photo sur Twitter. C'est vrai que la position sur le vélo de Del Toro, c'est très bien. C'est déjà très aéro comparé à d'autres coureurs. Après, il lui manquait l'endurance. Mais comme tous les jeunes coureurs, en gros, à qui il a manqué un peu d'endurance. Ce qui a été la différence d'un Plapp et d'un Leknesund, qui sont souvent dans des échappées. Donc qui savent tenir des efforts pendant de nombreux kilomètres. D'un Bruno Armirail aussi, qui sait prendre des échappées, d'un Renspan qui sait prendre des échappées. Là, il en a manqué un petit peu pour Del Toro sur la fin. Voilà. Mais encore une fois, un petit manque d'endurance. Pogacar, bien entendu, il l'a dit en interview, il est déçu. Pas sur le podium, c'est une déception. Je pense que le fait de se faire dépasser par Jevan, ça a été dur. Le fait de se faire dépasser par Remco Evenepoel, ça a été dur. Je pense qu'il a eu les informations des temps intermédiaires. Il est parti fort, Pogacar. Il est parti fort quand même. Hein. Mais je pense qu'il le paye un peu ensuite, Pogacar. Mais en gros,
il n'était pas en mesure d'aller chercher Evenepoel, d'aller chercher Jevine, mais encore une fois, ce sont des coureurs qui font énormément de contre-la-montre. Pogacar, c'est un coureur qui est bon dans le contre-la-montre, mais c'est pas forcément le truc qui travaille le plus à l'entraînement. Et il l'avait dit déjà en interview que il n'avait pas pu faire forcément un gros stage de contre-la-montre, ce qu'avaient pu faire d'autres coureurs qui n'avaient pas été sur le tour, sur les Grands Prix de Québec. Voilà, il avait dit ça va peut-être être un problème. Jevine, il a fait 2 chronos sur le Tour d'Espagne. Plus une préparation, je pense, en altitude avant le Tour d'Espagne. Et puis, il a de la confiance. C'est ce qui manquait à Pogacar, je pense. Van Wilder aussi, il a assez peu couru, donc il a pu utiliser pas mal son vélo de chrono à l'entraînement. Tadej Pogacar, c'est ce qui lui a manqué. Voilà, et je pense que cette préparation, qui a peut-être pas été parfaite, vous l'avez dit qu'il a été malade aussi, ça s'est payé aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est en complète méforme? Non, parce que n'oubliez pas, Montréal, ou avec McNulty, ils font une démonstration. Donc non, il n'est pas en méforme, mais là, on était sur un exercice qui était très spécifique. Et puis, je pense que le fait de se faire dépasser par Evenepoel, alors autant Jackie Durand a dit que ça a peut-être été un avantage, pour moi, ça a été un grand coup de massue sur la tête du côté de Pogacar. Et je pense que, ouais, ça l'a... Je pense qu'il a dû se dire à ce moment-là, je suis pas sur le podium. Il a dû se dire, je suis très loin, peut-être. Si en plus il n'avait pas totalement les informations, je sais pas comment on lui donnait les informations dans la voiture. Et peut-être qu'il s'est dit, allez, c'est complètement fini. Je sais que je suis à 2 minutes 30 de Evenepoel, ça veut dire que je suis hors du jeu pour le podium. Je pense que ça a été plus mauvais pour le moral de Pogacar que bon pour lui. Van Wilder, 3e. C'est l'une des belles surprises de la journée. Alors c'est vrai que Van Wilder, il est bon sur le chrono. Je l'avais déjà vu sur le Giro, par exemple. C'est un coureur qui, je pense, sans forcément le travailler énormément à l'entraînement, a des qualités qui fonctionnent bien sur le contre-la-montre. Et là, c'est vrai que ça a très bien marché pour Van Wilder aujourd'hui. Pour moi, c'est la belle perf du jour, mais encore une fois, ça fait partie des coureurs qui sont performants dans l'exercice. Je pense sans faire un travail forcément spécifique, peut-être en travaillant beaucoup moins que Remco Evenepoel et Jevine. Et puis on s'aperçoit aussi qu'en termes de matériel, regardez le top 5, en termes de matériel, soit c'est Colnago, soit c'est Specialized. En termes de vélo. C'est pas anodin. Il y a 2 équipes au top. Il y a UAE, Soudal Quickstep. Voilà. Mais on est sur des vélos Specialized, on est sur les mêmes marques de vélos aussi. Donc ça montre que ce matériel-là est au-dessus aujourd'hui. On le voit assez souvent. C'est vrai que quand on voit les Red Bull Borans Grohe aussi qui ont des Specialized, ça marche très bien sur le contre-la-montre. C'est du matériel qui est efficace. Et Van Wilder a su très bien l'utiliser. Et puis, il est parti quand même dans une vague où il y avait pas mal de coureurs rapides et performants qui lui ont donné quand même des points de repère. Donc, et puis il a eu Vermersch avait fini son chrono aussi, je crois, à ce moment-là. Donc ils avaient quand même des points de repère du côté des Belges. Et ça, je pense que ça a énormément aidé Van Wilder. Et puis, il a rattrapé du monde aussi, Van Wilder, je crois. Donc, quand tu rattrapes 1 ou 2 coureurs, tout de suite, ça fait du bien au moral. Tu sais que tu es dans un bon tempo. Tu as l'impression d'être dans un bon tempo. Donc, je pense que ça a bien aidé Van Wilder. Très performant. 2e, Jevine. En forme olympique, Jevine. Mais c'est vrai que sur le Tour d'Espagne, déjà, il a été très très bon. C'était la chance de sa vie. Le parcours était absolument pas technique. On sait que Jevine, c'est pas sa spécialité. Il est dans une super forme, on l'a vu sur le Tour d'Espagne. Il est en pleine confiance. Il a retrouvé, je pense, beaucoup de confiance. Il avait fait un très bon chrono aussi sur le dernier Tour d'Espagne. Sur un format qui pourtant ne lui convenait pas. Là aussi, les voyants étaient au vert du côté de Jevine. C'est pour ça que je l'avais mis parmi mes favoris. Je crois que même hier, je le mets en 2. C'est-à-dire, je mets Remco Evenepoel, Jevine, Pogacar. Normalement, c'est à peu près l'ordre dans lequel je vois le résultat. On va dire, quand je mets mes favoris, normalement, je mets le favori numéro 1 en premier, le 2, le 3. Assez souvent. Des fois, je change pour faire des petites entourloupes. Mais là, je voyais vraiment ce classement-là.
Je crois que je l'ai mis en 2, Jevine. Je crois me rappeler hier. Mais, comme j'ai fait la vidéo, j'étais vraiment cramasse, et un peu à la dernière minute, je vais peut-être inverser. Mais pour moi, j'avais mis Jevine en 2. Et parce que je le voyais sur le podium, Jevine. Je le voyais très performant, et je pensais que Pogacar aurait du mal à rivaliser avec Evenepoel et Jevine, tout simplement parce que c'était pas assez dur au niveau des difficultés, qu'il n'y avait pas assez de pourcentage pour faire mal à Remco Evenepoel et à Jevine. Et on voit Jevine parti très fort. Et ensuite, c'est le seul qui rivalise un peu, je dis bien un peu, avec Remco Evenepoel. Mais il est en super condition en ce moment, et je pense qu'il est dans la course en ligne, Jevine. Il va falloir s'en méfier quand même. S'il est dans la course en ligne, il va falloir s'en méfier, Jevine, pour le podium. Ouais, il est sur la course en ligne, il va falloir s'en méfier. Parce que l'Australie, je pense qu'il y a du... Ah, et puis il est sur le relais mixte. Le relais mixte, l'Australie a toujours été très performant sur le relais mixte. C'est un exercice qu'ils adorent. Alors là, chez les filles, ça va être un peu compliqué. Alors, chez les garçons, il y a du monde. Plapp, Vine, Matthews. Et on sait que Matthews, il a toujours été performant sur les relais par équipe. Relais par équipe mixte. Il va falloir s'en méfier. Voilà, mais Jevine en grande forme. Et puis Remco Evenepoel, que dire, ça c'est ce qu'on appelle une démonstration. Voilà, c'est une démonstration. Dès le premier intermédiaire, il a 45 secondes d'avance. Il tue le match au premier intermédiaire. Il tue le match au bout de 10 km. Après, voilà, c'est pas le même monde aujourd'hui. C'est pas le même monde. Remco Evenepoel sur le chrono, c'est comme Pogacar dans les épreuves punchy, intouchable. Voilà. Aujourd'hui, Remco Evenepoel, il n'y a personne qui est à son niveau sur le contre-la-montre. Personne. À part Ghana sur les contre-la-montre sur le plat. Et quand Ghana est pas là, c'est l'écart. C'est l'écart, tout simplement. Mais là, c'est un écart qui est énorme. Voilà, c'est une démonstration. Vous regardez quand même que, en gros, Van Wilder aussi aurait été attrapé. Le seul qui n'aurait pas été rattrapé, c'est Jevine. Si Remco Evenepoel était parti derrière lui. Ça montre l'écart de performance entre Remco Evenepoel et le reste du monde, j'ai envie de dire. Personne n'est à sa hauteur sur le contre-la-montre. C'est une démonstration, voilà, de Remco Evenepoel dans cet exercice. Mais comme aux Jeux Olympiques, déjà, ça avait été impressionnant. Encore une fois, il n'y a que Zurich où ça avait été proche avec Ghana. Mais Ghana avait tout mis ce jour-là. Et il avait quand même échoué. Mais Remco Evenepoel, sur les sorties en grand tour, il est largement au-dessus sur le chrono. C'est un exercice où il est largement au-dessus de tous ses adversaires. Ça s'est encore vu aujourd'hui. Voilà. Il aurait fallu, même une crevaison, même un changement de vélo, il gagnait quand même. On va dire l'écart quand même aujourd'hui du côté de Remco Evenepoel, c'était extrêmement impressionnant de la part du Belge. Et ben voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous rappelle que demain, débrief des épreuves espoir. Pour la première fois de l'histoire, je rappelle qu'il y aura une course femme espoir. Il y aura des Françaises notamment, très performantes. Je pense à Marion Bunel. Et puis du côté des garçons, il y aura du beau monde. Il y aura Arnaud Vidal, Lorenzo Fine, notamment Maxime Decomble. Du côté des Français. Donc il y aura aussi du très très beau monde du côté de ces deux contre-la-montre. Je crois que les filles, c'est à partir de 10h, les garçons, c'est 13h30, pour à peu près les mêmes horaires d'arrivée qu'aujourd'hui, entre ces deux contre-la-montre. Donc demain, lundi, je rappelle que mardi, il y aura également contre-la-montre dames et hommes juniors, voilà, que l'on débriefera également. Donc voilà, demain vidéo, encore après-demain, vidéo également. De toute façon, il y aura une vidéo à peu près tous les jours, voilà, sur ces championnats du monde de cyclisme. C'est pas compliqué, sur la chaîne. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!